Certains ont à peine 12 ans, et aujourd'hui ces adolescents ont décidé de rater l'école pour empêcher l'aide humanitaire d'arriver à Gaza. La plupart viennent de colonies israéliennes en Cisjordanie occupée. Malgré leur jeune âge, ils parviennent à faire stopper et fouiller tous les camions qui se présentent là. Les chauffeurs se pressent d'obéir. Pourquoi est-ce que tu veux pas que cette aide arrive à Gaza? Parce que sinon le Hamas aura plus de force pour combattre. Il ne faut pas donner d'aide à nos ennemis, ce sont des tueurs. Ils ne la méritent pas. Mais qu'est-ce qu'ils vont manger alors les gens à Gaza? De toute façon, que les camions arrivent ou pas à Gaza, ça ne change rien à ça. C'est le Hamas qui s'approprie le tout. Les civils, ils n'ont qu'à partir en Égypte. Il faut qu'ils partent de Gaza. La police laisse faire, et si les routiers se plient à ce contrôle sauvage, c'est que 2 jours plus tôt, ici même, un camion a été brûlé et plusieurs autres attaqués. Ces jeunes colons se sentent investis d'une mission face à ce qu'ils voient comme la faiblesse de leur gouvernement. C'est absolument fou que nous devions faire ça, et que notre gouvernement, au lieu de couper toute aide à nos ennemis, à ces bêtes, ils les nourrissent. Je ne crois pas que les Américains, quand ils combattaient Daesh, ils nourrissaient ces terroristes. À la buvette du parking routier, les camionneurs rongent leurs freins. Eux sont tous arabes israéliens et ils en ont assez d'être attaqués quand ils transportent de l'aide vers Gaza. Ils nous montrent les images de l'avant-veille, le saccage de leurs véhicules par de jeunes colons. Ils ont brûlé le camion. Les faits se sont produits sans que l'armée n'intervienne et ils savent que réagir de manière trop forte serait une très mauvaise idée. C'est des gamins. Le petit, il fait à peine 1 mètre. Mais il a le soutien du gouvernement, de la police, de la sécurité, des soldats, et ils veulent faire les beaux devant nous. Moi, si je lui donne un coup de poing, je le tue. Alors pourquoi tout ça? La frustration est d'autant plus grande qu'il s'agit d'apporter de l'aide à leurs frères palestiniens. Là-bas, ils ont faim. Est-ce que toi ou qui que ce soit ici peut rester pendant 1 semaine sans manger, sans boire, sans se laver? On ne tiendrait pas un jour. Ce sont des êtres humains et on doit prendre ça en compte. À la tombée de la nuit, le scénario se répète. Nous arrivons à ce carrefour peu après les manifestants qui viennent de stopper un camion de farine et de sucre. Nous ne sommes pas les bienvenus, ni les manifestants, ni l'armée ne veulent nous voir ici. It's a closed area. You need to go. All these people are here. Why are we I'm going to arrest them. If you want me to arrest you too, it's okay. En réalité, aucun des jeunes ne sera arrêté, à part ces 2-là, plus téméraires encore que les autres, et qui seront libérés quelques heures plus tard. Les assaillants sont parfois très jeunes, comme ces filles qui ignorent les soldats et reviennent 10 fois de suite à la charge, armés de leurs ciseaux d'écolière. Il ne restera plus le moindre sac sur ce camion, tous éventrés ou volés, pour qu'aucune bouche de Gaza ne puisse en bénéficier. Le chauffeur du camion a été sorti de sa cabine par les manifestants et laissé inconscient à terre. Il s'avérera plus tard que c'était une erreur, que ce camion n'était pas destiné à Gaza. Ce matin-là, nous avons rendez-vous avec un jeune colon. Pour le trouver, il faut monter sur une colline dans ce coin de Cisjordanie occupée, au nord de Ramallah. Il habite ce qu'on appelle un avant-poste, une colonie illégale, non seulement pour les accords internationaux, mais aussi pour les autorités israéliennes qui ont déjà démoli des constructions sauvages ici.
Yona n'attaque pas de camion, mais lui aussi trouve le gouvernement trop mou concernant Gaza, et il ne voit pas pourquoi il n'aurait pas le droit de vivre dans son avant-poste. On a viré personne de chez eux, là. C'était juste une colline abandonnée, il n'y avait personne, quoi. Je me suis dit, c'est un bête de spot, pourquoi pas y habiter, genre, tranquille, genre. C'est un bagarre, quoi. Et c'est important aussi, genre, pour nous, les Juifs, d'être là, parce que là, on a très bien vu le fait qu'il n'y ait pas de Juifs dans Gaza, bah, ça a permis, entre guillemets, qu'il y ait tout ce qui s'est passé dans le 7 octobre, qu'il y a pu avoir une grosse intrusion de masse, parce que s'il y aurait des Juifs qui habitaient dans Gaza, cette situation n'aurait pas pu exploser à ce point-là. Du coup, voilà, en étant là, on protège un peu tout le monde aussi. Yona souhaite donc la recolonisation de Gaza et veut le faire savoir. Il rejoint des milliers d'autres manifestants qui, en ce jour d'indépendance d'Israël, marchent symboliquement vers la bande de Gaza pour réclamer d'y retourner. On aperçoit les bombardements israéliens sur l'enclave à seulement quelques kilomètres. D'où vous êtes? Yona sympathise avec d'autres francophones de la précédente génération de colons. Achla Bethel, ça fait longtemps que vous habitez là-bas? 40 ans. 40 ans, ah ouais. Tranquille. Bon, Arbès, man. Le Français d'origine ne voit que la recolonisation comme solution. On va rentrer à Gaza? Et les relations avec les Gazaouis? Ben, ça dépend d'eux. S'ils sont prêts à reconnaître l'indépendance d'Israël, on est d'accord? S'ils veulent nous faire la guerre, on leur fait aussi. Ça dépend d'eux. Tous sont convaincus que cette recolonisation serait gage de sécurité, que c'est le retrait des colonies juives de Gaza en 2005 qui a permis au Hamas d'installer la terreur. Et vous arrivez à imaginer une cohabitation pacifique là-bas? Dans l'idéal, oui, mais physiquement, je pense pas. Après, ce qu'on a vécu, nous, de notre côté, ce qu'eux, ont vécu de leur côté, ce sera très dur de se pardonner. Hein. Mais peut-être dans 1 ou 2 générations. Au passage de la marche, des roquettes sont tirées depuis Gaza et aussitôt neutralisées par l'armée israélienne. Cela n'empêche pas les manifestants de rejoindre leur point de ralliement où va débarquer l'un de ceux qu'ils ont portés au pouvoir, Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale, issu de l'extrême droite. Il habite lui-même une colonie et fait pression sur son gouvernement pour que Benyamin Netanyahou accepte de recoloniser Gaza. La solution est d'encourager le départ des Gazaouis, leur dire de partir d'eux-mêmes. Cette terre nous appartient depuis toujours et pour l'éternité. Les supporters s'enflamment. Il doit même en canaliser certains. Puis c'est au tour des héros de la fête de monter sur l'estrade, les premières familles candidates au déménagement à Gaza. Elles seraient déjà 600 recrutées par cette femme, Daniela Weiss, surnommée par la gauche la grand-mère diabolique des colons. Elle a décidé de planifier la recolonisation et attribue une zone d'installation à chaque famille. Ce qu'elle vise, c'est le nettoyage ethnique à Gaza. Où vont-ils aller les Palestiniens ? Les Palestiniens vont aller en Égypte, en Turquie, au Canada, aux États-Unis. Ce n'est pas leur pays. Mais ils ont perdu le droit de vivre ici, même si c'était leur pays. C'est une guerre. Dans chaque guerre, il y a des réfugiés. Ils n'auraient pas dû commencer. Ils ont perdu le pays. L'une des familles candidates au départ a accepté de nous recevoir chez elle pour nous expliquer ce désir de vivre à Gaza. Les parents et la fille s'affairent aux derniers préparatifs du Shabbat. Myriam, la mère, a grandi à Gaza dans une colonie juive. C'était avant les accords de paix d'Oslo et le démantèlement des colonies en 2005. Pour Myriam, cela reste à jamais chez elle. Je vais vous montrer les photos. Regardez, ça, c'était l'hôtel, directement sur la plage. Myriam a déjà informé son employeur de son prochain départ et avec sa fille, elles ont acheté une robe pour le grand jour.
Je crois vraiment qu'on va aller vivre à Gaza, c'est une question de jours. J'ai acheté cette robe pour l'arrivée à Gaza. C'est une bénédiction pour nous. C'est un tellement bel endroit. Aujourd'hui, tout ce que vous voyez, c'est que tout le monde est pauvre, combat ou fuit. Mais c'était l'endroit le plus incroyable sur Terre, le paradis. Pour elle, vivre là-bas est son droit et la cohabitation avec les Palestiniens ne serait pas un problème. On vivait là-bas ensemble. Il n'y a aucune raison de ne pas y retourner. Quiconque est prêt à vivre sur nos terres avec nos règles, bienvenue. Myriam insiste pour nous emmener ici, au mémorial dressé pour le fils d'une amie, disparu depuis le 7 octobre, l'une des raisons de sa volonté farouche de déménager à Gaza. Pour amener la vraie paix et la vraie sécurité à Israël, il faut vivre à Gaza. Peu importe si c'est juste nous, dans quelles conditions, mais c'est la manière de ramener ce qu'on avait, la paix et la sécurité. Les Israéliens ne seraient qu'un tiers à être favorables à une recolonisation de Gaza. Tous et de loin ne tiennent pas des positions aussi radicales et extrêmes que Myriam et les autres colons. Guy Boutavia est même à l'opposé. Cet activiste réunit chaque matin à l'aube une petite équipe de volontaires pour tenter de protéger les Palestiniens face aux colons. Ils prennent la route d'Hébron en Cisjordanie, un des points chauds de ce face-à-face. Depuis le 7 octobre, les attaques de colons et les installations sauvages de nouvelles colonies se sont largement accélérées. 1 millier d'attaques en 6 mois selon l'ONU. Les activistes viennent à la rescousse des paysans palestiniens qui sont poussés dehors. Guy a été appelé par un fermier palestinien. Des colons s'approchent de sa maison alors que la zone est interdite aux Israéliens. Une démonstration de force. Qu'est-ce qui se passe? Ils avancent dans les champs palestiniens et ils emmènent leurs moutons et leurs vaches sur ces champs. Hossein, le fermier palestinien, nous raconte que menacé par ses voisins colons, il n'a même pas osé cette année aller cueillir ses olives à quelques dizaines de mètres de chez lui. Il y a un mois, ils sont venus nous jeter des pierres et j'ai été touché à la jambe. Ils cherchent à profiter de l'occupation pour nous chasser de notre terre et s'en emparer. Quand nous reprenons la route, une voiture avec des hommes en armes nous repère. Il y en a une autre. C'est une voiture de l'armée, ou pas. C'en est une. Depuis le début de la guerre, il est devenu difficile de faire la différence entre soldats et colons armés. Des milliers de colons ont reçu des armes. Pas seulement des armes, aussi des uniformes. Ils agissent officiellement avec l'autorité de vrais soldats. Mais ce sont des miliciens. Et leur motivation de chasser les Palestiniens de leurs terres peut maintenant être menée sous le couvert d'une autorité officielle. Guy nous emmène chez une autre famille palestinienne. Elle a vu surgir plusieurs avant-postes de colonies autour d'elle ces dernières semaines. Un simple camion ou un autocar où vivent les colons. Ici, Guy laisse des observateurs de son équipe 24 heures sur 24, tant les colons seraient offensifs. Les colons ont par 2 fois tenté de mettre feu à cette voiture. Et ils y sont plutôt bien arrivés. Ils ont aussi pollué la citerne d'eau. Ils ont mis à la fois de l'huile et du diesel. Le lendemain matin, quand ils ont ouvert le robinet, l'eau était noire. Nous décidons d'aller trouver ces colons, fraîchement installés. Nous tombons sur ce poste de sécurité encore en cours d'installation. Nous demandons à passer. On nous appelle un responsable de la sécurité de cet avant-poste. Il affirme que les colons refusent désormais de parler à la presse. Je suis un soldat. Un soldat ou un colon? Un peu des deux.
Je suis un soldat et je vis ici. Selon lui, ce sont les Palestiniens qui les attaquent, pas l'inverse. On ne va pas les attaquer. Juste si quelqu'un vient vers nous. On doit faire ce qu'on doit faire pour la sécurité de notre village. Mais les gens disent ici que vous brûlez leurs voitures, vous polluez leur eau. C'est des conneries. It's bullshit. C'est l'heure de la prière dans les mosquées alentours. Le chant des muezzins se mêle à celui de la perceuse des colons. Des colons qui s'installent et qui rêvent plus que jamais de vivre seuls sur cette terre.